Question du jour, les finances de la ville de Paris sont-elles saines? Faut-il au contraire s'en alarmer? Le débat fait rage entre les équipes d'Anne Hidalgo et ses détracteurs qui brandissent la menace d'une mise sous tutelle de la ville avec une dette qui a plus que doublé depuis le début du mandat de la maire de Paris en 2014. Bonjour Mathias Thépaut. Bonjour. Vous êtes journaliste au service économie de Mediapart. Alors je viens de le dire, cette dette elle a plus que doublé, elle est passée de 3,5 milliards à 8 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plan d'investissement de la mairie de Paris assez massif depuis 2014 de 10 milliards d'euros, qui a consisté principalement dans le verdissement de la ville. C'est-à-dire, ça coûte si cher les plantes? Non, mais c'est pas que les plantes. Il y a toutes les pistes cyclables, il y a de la rénovation urbaine. C'est beaucoup ça en fait, en vrai. Le verdissement des places, la rénovation des places, et vous avez tout un autre pan qui est important aussi sur le logement social. Il y a un gros plan sur le logement social. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est important. Donc, la dette de Paris, de ce fait, a atteint 8 milliards d'euros. Elle était 3,5, donc elle a plus que doublé au moment où Anne Hidalgo est devenue maire de Paris. Faut aussi savoir que c'est une période où les taux d'intérêt baissaient. D'une certaine manière, c'était peut-être le moment de s'endetter pour investir. On pourrait penser d'une certaine manière. Ce qui est moins le cas maintenant, puisque les taux d'intérêt vont remonter. Alors justement, qu'a la possibilité de faire un maire? Est-ce qu'il peut s'endetter de manière conséquente? Je vais essayer de rester neutre dans l'emploi des termes. Donc, je ne sais pas si cela correspond à un endettement excessif, le fait de doubler celui-ci, mais en tout cas, le fait de l'augmenter de manière considérable. Mathias Thépaut, est-ce quelque chose qu'un maire a le droit de décider ? Alors, ce qui est très important, c'est que les collectivités locales sont soumises à des règles budgétaires beaucoup plus strictes, par exemple, que l'État. Car chaque année, elles doivent équilibrer ce qu'on appelle leur budget de fonctionnement, ce qui est concrètement leurs recettes, donc les impôts locaux, et leurs dépenses qui sont pour beaucoup des frais de personnel, des frais de gestion des équipements publics et la charge de la dette. Le paiement de la dette, voilà. Des intérêts. Et en fait, si vous voulez, chaque année, aucune collectivité locale, la mairie de Paris comme une petite ville de 1000 habitants, ne peut être en déficit de fonctionnement. Donc elle doit équilibrer ses budgets. Ce qui est pas possible, ce que l'État peut faire. L'État peut être complètement en déficit chaque année. Donc par définition, si vous voulez, quand vous lisez des comptes d'une collectivité locale, et notamment de la mairie de Paris, il faut savoir que même si la dette est élevée, en fait, elle a quand même, la structure même du budget est plus saine que pour l'État, par exemple. Donc le niveau de la dette Sauf si elle se retrouve dans l'incapacité de payer cette dette. Exactement, ce qui n'est pas le cas. Les intérêts de la dette de Paris, c'est 150 millions d'euros par an. Ça va monter à 200 millions, si vous voulez. Et le budget de la mairie de Paris, c'est 10 milliards en tout, 8 milliards et demi pour le fonctionnement. Donc on n'est pas dans des... Oui, parce qu'il n'y a pas que le règlement de la dette ou de ses intérêts dans le budget, évidemment. Bien évidemment. Notamment, le gros truc, ce sont les frais de personnel, payer les agents, payer les fonctionnaires, en gros. Mais en fait, si vous voulez, moi, ce que je trouve très important dans ce débat, c'est qu'il faut expliquer quelle est la finalité de la dette et quelle est la charge. C'est les deux choses, en fait. Le problème d'une dette excessive, c'est la dette a mal été investie et la charge de la dette est trop importante. Pour l'instant, à la mairie de Paris, c'est pas le cas. Et ça, pourquoi est-ce que je le dis ? Moi, je suis, en tant que journaliste économique, le budget de la mairie de Paris depuis 2014. Mais c'est aussi parce que les agences de notation elles-mêmes le disent, c'est-à-dire Fitch et Standard & Poor's par exemple sont les deux agences de notation qui notent la mairie de Paris, car la mairie de Paris peut s'endetter sur les marchés financiers, elle ne demande pas que à des banques des prêts, et ces deux agences de notation, elles disent clairement que le niveau de la dette de Paris est pas insurmontable, parce que la mairie de Paris a aussi des capacités à la rembourser, cette dette, notamment, et c'est ce qui s'est passé récemment, une capacité à lever l'impôt. Il n'y en a qu'un seul, c'est pas très compliqué, c'est la taxe foncière. Oui, alors, donc, effectivement, mais alors dans ce cas-là, ça reporte la question sur le budget des ménages, c'est-à-dire si les taxes, les impôts augmentent de manière considérable, là, en l'occurrence, il s'agissait de les augmenter de manière significative. Exactement. Est-ce que là aussi, ce n'est pas quelque chose qui peut devenir compliqué dès lors que la fiscalité deviendrait beaucoup plus lourde? Exactement. Alors, il faut savoir quand même que la gestion d'une collectivité locale, c'est quand même de lever l'impôt pour dépenser par ailleurs pour les équipements publics, pour investir. Il faut savoir aussi, l'investissement, ça crée de l'emploi aussi. L'investissement public local, c'est très important dans l'économie française. Ça représente 60% de l'investissement public total. Donc les collectivités locales sont très importantes pour le BTP, pour tout un tas de secteurs quand même qui sont très importants. Pour revenir à votre question, il y a une spécificité à la mairie de Paris par rapport à la taxe foncière. C'est que c'était le taux de taxe foncière le plus bas de France pendant très longtemps.
qui n'avait pas augmenté depuis 10 ans. Si on a des auditeurs, par exemple, qui vivent à Angers, qui vivent à Rennes, à Montpellier, à Grenoble, et qui sont propriétaires dans ces villes-là, ils payent beaucoup plus cher de taxes foncières que les Parisiens. Par ailleurs, il faut savoir que la spécificité de Paris, évidemment, c'est que les prix de l'immobilier ont énormément augmenté. Quand vous êtes propriétaire à Paris, vous êtes assis sur un tas d'or. Donc je pense qu'il faut, moi à mon sens, quand Mais qui n'est pas complètement liquide, qui est plutôt en pierre. Qui n'est pas complètement liquide, mais c'est quand même incroyable d'être propriétaire à Paris aujourd'hui. Je veux dire, si vous l'étiez, par exemple, il y a 20 ans, vous achetiez un 100 mètres carrés à 300 000 euros, aujourd'hui vous êtes millionnaire. Donc, bon. Mais alors, justement, parce que l'une des critiques qui a été adressée à l'augmentation de la fiscalité locale, Mathias Thépaut, consiste à dire que cela va renchérir le coût du logement, le coût global du logement, et donc encore creuser l'écart entre ceux qui peuvent se loger dans Paris et ceux qui ne le peuvent pas. Oui, ça c'est vrai, mais après, de toute façon, je veux dire, le mal est fait. D'ailleurs, la critique à faire sur la mairie de Paris, depuis qu'elle est arrivée, plus que le niveau de la dette, c'est plutôt de dire que la ville s'est gentrifiée de manière assez importante, puisque les prix de l'immobilier, ils ont pris 30% depuis 2014. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut aller quand on a une critique à émettre, à mon sens, pour poursuivre régulièrement ce sujet-là. Si vous voulez, ce qui est important aussi sur la taxe foncière, hein, encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est que la taxe foncière montre que les finances de la mairie de Paris sont tendues, la hausse de la taxe foncière. Car Anne Hidalgo avait promis qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Si vous voulez, si elle déroge à sa promesse, c'est bien qu'il y a une idée d'équilibrer son budget qu'elle peut plus l'équilibrer, qu'elle ne pouvait pas équilibrer, qu'elle pouvait équilibrer avant, pardon. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est que moi, ce qu'il faut dire quand on est un peu spécialiste des finances locales et des finances de la mairie de Paris, c'est que la situation financière de la mairie de Paris s'est tendue. Pour preuve, elle augmente la taxe foncière. En revanche, la ville de Paris n'est pas financièrement exsangue. Pour preuve, les publications des agences de notation. Alors, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a parlé, je cite, d'un système de Ponzi, reprochant à la mairie de Paris d'avoir joué sur la capitalisation des loyers. Alors, il fait de la politique, hein, Gabriel Attal, c'est son métier. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de capitalisation des loyers ? Alors, c'est hyper technique. Très concrètement, en fait, si je peux vous dire d'abord en introduction quel est le problème de ce truc, c'est qu'en fait, la mairie de Paris, on peut dire, a dérogé à l'esprit des règles de comptabilité des collectivités locales. Mais tout ce qu'elle a fait était légal, puisque ça lui était accordé par Bercy, juste en introduction. La capitalisation des loyers, en gros, c'est sur les terrains de la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris a des bailleurs sociaux, hein, à maison, parce que c'est un département, donc il y a les offices HLM, à la base, elles appartiennent beaucoup aux départements, et aussi aux communes. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a, sur les terrains de la mairie de Paris, à chaque fois qu'elle a un de ses bailleurs sociaux qui va conventionner de nouveaux logements sociaux, la mairie de Paris va, d'une certaine manière, c'est trivial de dire ça, demander une avance sur loyer aux bailleurs sociaux. Donc elle va prendre la totalité des loyers sur toute la durée des baux amphithéotiques que la mairie de Paris procure à ses offices HLM. Je suis désolé, c'est très technique, mais c'est ça le truc. Elle capitalise tous ces loyers-là. Donc en fait, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'elle, d'une certaine manière, elle demande une avance sur loyer aux bailleurs sociaux. Mais alors ça, justement, est-ce que c'est... Alors donc, on entend bien, c'est technique et légal. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'améliorer des comptes qui, sans cela, seraient considérablement dégradés? Ce que je voulais dire juste pour finir, c'est qu'en fait, le fond, c'est que vu que c'est une avance, normalement, c'est plutôt une dette, d'une certaine manière, et en fait, ils l'ont fait passer en fonctionnement, en recette pérenne, donc c'était pas trop possible. Pour vous répondre très concrètement, bah oui, c'était une manière comme une autre d'équilibrer le budget. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que maintenant, ils n'y ont plus accès. Et on peut aussi lier la hausse de la taxe foncière à la fin de ce mécanisme. Merci beaucoup, Mathias Thépaut. On vous lit sur le site Mediapart.